Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre-là que vous connaissez peut-être, qui est L'Enchanteur de Barjavel. Ça, c'est un livre que j'ai dû lire au moins 5 fois, je sais pas, quand j'étais lycéenne et étudiante. Donc, comme vous vous en doutez, ça parle de Merlin l'Enchanteur et de aussi toute la quête arthurienne, du Graal, des chevaliers, de Lancelot, de Viviane. Et c'est une histoire qui me touche beaucoup parce qu'elle est quand même assez centrée sur l'histoire d'amour entre Merlin et Viviane. Et forcément, quand j'étais jeune, ça m'enchantait, quoi. J'avais le cœur qui s'envolait quand je lisais cette histoire. Et je crois que ça marche toujours un peu parce que je l'ai relu l'autre jour pour choisir l'extrait que j'allais vous lire. Et c'est magique comme histoire d'amour, elle est belle. Et regardez, dans mon livre, il y a un trèfle. Un petit trèfle. Je vais, euh, je vais vous lire un extrait. Peut-être que ceux qui n'ont pas lu ce livre, ça vous donnera envie de lire la suite. Enfin, ça commence pas par le début, mais presque. C'est les 10 premières pages. Donc je ne vais pas vous spoiler beaucoup, puisque je ne vais pas vous lire un extrait qui correspond à la fin de l'histoire et au dénouement. Vous inquiétez pas. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Viviane s'était étendue sur l'herbe, à côté de la source, pour se sécher au soleil, et avait sombré d'un seul coup dans le sommeil, comme un petit enfant. Pour ne pas la réveiller, le cerf blanc avait cessé de respirer et de peser sur les graminées. En un geste de modestie, Viviane, en fermant les yeux, avait posé sa main droite au bas de son ventre et son autre bras en travers de sa menue poitrine. Mais dans son sommeil, ses bras avaient glissé, et il ne demeurait de son geste que l'intention et la grâce. Merlin, ravi, fit éclore à la pointe de ses petits seins 2 marguerites, posa une branche de menthe sur ses yeux, une prunelle sur ses lèvres, et sur le minuscule demi-sourire rose de son sexe, un rouge-gorge endormi. Il la regarda ainsi quelques instants, puis sourit et la déshabilla de cette fantaisie. Elle n'avait besoin d'aucun artifice. Elle était plus parfaite que la fleur et que l'oiseau, et pareille à eux dans l'innocence de sa nudité. Merlin remercia Dieu, puisque c'était elle qui allait peut-être changer son destin, de l'avoir faite si belle entre toutes les beautés de sa création. Il s'apprêtait à lui faire don d'un rêve de joie, un de ces rêves qui font, au réveil, trouver la vie légère et savoureuse, quand il entendit, dans l'épaisseur de la forêt, s'approcher à pas lourds le cheval qui portait Arthur. Alors, le cerf se transforma en un mur de silence. Il ne fallait pas que Viviane s'effrayât et s'enfuit. Elle devait affronter cette épreuve, et Arthur avec elle, et Merlin avec eux. Très doucement, il souffla le sommeil hors de son corps. Elle s'étira, bâilla, rit de contentement et se leva d'un bond en poussant un cri. Dans un silence total surgissait lentement d'entre les broussailles une apparition fantastique. Un grand cheval roux, portant un chevalier aux cheveux d'or et de sang, qui étreignait une épée dans chaque main, l'âme pointée vers le ciel. Elle voulait saisir sa robe qui gisait sur l'herbe à 3 pas et s'enfuir loin de ce fantôme effrayant, qui était encore plus effrayant s'il n'était pas un fantôme. Et en même temps, elle voulait rester, pour en voir davantage. Sa curiosité fut plus forte que sa peur, et les 2 mêlées la pétrifièrent sur place, après qu'elle se fût, par bonne manière, mise en position de modestie. Un brouillard rouge emplissait les yeux du jeune roi. Au centre de ce brouillard, il voyait une créature céleste, immobile, qui le regardait. Était-ce vraiment un ange ou un démon qui en avait pris l'apparence ? Arthur prit Marmiadoise entre ses dents,
saisit Excalibur par la lame et en tendit la garde en forme de croix, en direction de l'apparition. La créature ne disparut pas. Elle sembla rassurée et sourit. Le cheval pencha la tête pour boire. Ce qui restait de conscience à Arthur s'évanouit. Il glissa sur le cou de sa monture et tomba aux pieds de Viviane, dans un bruissement de fer. Sa tête plongea dans l'eau et y demeura. Viviane comprit que s'il n'était déjà mort, il allait mourir noyé. Elle lui saisit une main et en tirant de toutes ses forces ses petits talons enfoncés dans l'herbe, réussit à lui sortir le visage de la source. Puis, elle se vêtit en hâte et courut vers le château de son père pour y chercher secours. Arthur avait été blessé au début de la bataille par une lance qui avait brisé les mailles de son haubert, pénétré dans sa chair, glissé sur une côte et ouvert une plaie longue, mais peu profonde. Elle ne l'avait pas empêché de se battre, mais elle recommençait à saigner, et le jeune roi perdait son sang vif par la tête et par le flanc. Il lui fallait être secouru très vite. Merlin avait décidé d'arrêter Viviane dans sa course. Cela ne causerait aucun dommage au blessé, car il arrêterait du même geste le temps. Depuis qu'il avait vu Viviane, il savait qu'elle pouvait être pour Arthur sur le chemin du Graal un obstacle plus haut que les montagnes du pays des Cènes, dont le sommet gratte la plante des pieds de Saint-Pierre à la porte du paradis. Il ne pouvait pas le détourner d'elle, puisqu'elle était une étape de son chemin. Mais il pouvait essayer de la détourner de lui, empêcher qu'elle en tombât amoureuse, par la pitié maternelle qu'éprouvent les filles, même les plus jeunes, en soignant les blessés que leur faiblesse livre entre leurs mains. Pour que cela n'arrivât pas, qu'elle ne s'obstinât pas ensuite à rester dans sa vie, pour qu'Arthur puisse oublier un épisode sans importance, il fallait que le cœur de la fillette fût déjà, quand elle se pencherait sur lui, empli d'un autre intérêt. C'est pourquoi Merlin avait décidé de se montrer à elle, tel que ni le roi Arthur, ni personne ne l'avait jamais vu, sauf sa mère, sous son vrai visage, tel qu'il était. Viviane courait, plus légère qu'une chèvre. Le sentier était d'herbes courtes, qui perçaient les yeux blancs des pâquerettes et les fleurs jaunes de la salade sauvage qu'on nomme dans la Grande-Bretagne dandelion et au pays de Loire pissenlit. Et tout à coup, elle se trouva devant un arbre bleu. En réalité, sa couleur était verte, mais ce vert était bleu. Et cet arbre se dressait au bord du sentier, au croisement du chemin des mules, à l'endroit même où aurait dû se trouver la touffe de genêts qui poussait déjà là, avant même que Viviane fût née, et qui était en fleurs depuis 8 jours. Viviane, d'ailleurs, en sentait le parfum. L'odeur du genêt était toujours là, mais le genêt n'y était plus. Et à sa place s'élevait cet arbre, inconnu, aussi haut que le toit du château de son père. Appuyé avec nonchalance contre le tronc de l'arbre, un jeune homme, vêtu comme un prince, la regardait avec bienveillance, en souriant de sa surprise. « N'aie pas peur, Viviane, dit-il. » Sa voix était grave et douce et caressait le cœur. Elle protesta. « Je n'ai pas peur !» Elle était bien trop curieuse pour être effrayée. Et son père était un seigneur, bien que de petite terre. Elle avait été élevée dans l'aisance des manières et la compagnie de la forêt, de la source, des oiseaux et des fleurs lui avait déjà appris que le monde est plein de merveilles inattendues. Elle s'inclina légèrement en pinçant les deux bords de sa robette de lin couleur de lait, par politesse, et demanda en se redressant : « Quel est le nom de cet arbre si beau ?»« C'est un cèdre, dit Merlin. Je l'ai fait venir du pays d'Orient où il poussait. Pour te le montrer et pour que tu saches désormais
quand tu le verras quelque part, que je n'en suis pas loin. » Comment est-il venu ? Et comment pourrait-il se trouver quelque part ailleurs, puisqu'il est ici ? Comme ceci, dit Merlin. Il leva sa main gauche et fit un signe à l'arbre avec son petit doigt. Et tout à coup, le cèdre fut de l'autre côté du chemin. Le genêt éclatant avait repris sa place. Viviane, ravie, battit des mains. « Oh, tu es l'enchanteur !» dit-elle. « Oui, » dit Merlin. En un instant, elle avait oublié pourquoi elle courait, et le chevalier blessé qui trempait dans la source. Parce qu'elle était encore un enfant, et qu'un enfant ne résiste pas à l'attrait des merveilles. Parce qu'elle allait être une femme, et qu'aucune femme ne pouvait rester insensible à la beauté de Merlin, qui était ce qu'on pouvait voir de plus beau au monde sous les traits d'un homme à la fleur de son âge. Il était vêtu d'une longue robe en soie de Chine, couleur du cœur des marguerites, parsemée de feuilles de houx, brodées en or vert, serrée au poignet et au col par un ruban d'or. À la taille, une large ceinture nonchalante de soie verte rassemblait les plis lourds de la robe qui tombaient jusqu'à terre et d'où sortait juste la pointe d'un pied nu. Ses cheveux, par mèches et par ondes, avaient toutes les teintes allant du marron chaud au blond éclatant, mêlées et cependant distinctes. Une mince couronne d'or, piquée de pierres vertes, en faisait le tour. Il lui couvrait les oreilles de courtes vagues et descendait jusqu'au milieu de son front. Ses sourcils étaient bien nets et foncés, et ses longs cils presque noirs s'ouvraient sur de grands yeux verts, lumineux et rieurs. Sa bouche, ni trop grande, ni trop petite, était bien ourlée, rouge et fraîche, comme si elle venait d'être faite. Viviane, extasiée, joignit les mains. « Que tu es beau, dit-elle. Mon père t'a vu l'an dernier. Il est allé te demander conseil dans la forêt de Brocéliande pour ses vaches qui crevaient. Il m'a dit que tu étais un vieil homme gris, assis sur un pommier. Chacun me voit à sa façon. Je lui ai dit, il était assis dans un pommier, pas sur un pommier. Il m'a dit, si, sur un pommier. C'est exact, dit Merlin. Comment peut-on s'asseoir sur un pommier ? Merlin se mit à rire. C'est un pommier un peu particulier. Il s'adapte à moi et je m'adapte à lui. Il est mon ami. Oh, tu me montreras comment tu fais ? Oui, si ça t'amuse. Je pourrais le faire aussi ? Peut-être. Elle accepta cette promesse en hochant doucement la tête et devint très grave. Elle le regarda dans les yeux, regarda ses cheveux, sa bouche, et dit doucement : « Tu es plus beau que mon père, plus beau que le chevalier blessé, tu es plus beau que tout. » Elle joignit de nouveau ses mains et ajouta : « Je crois que je ne t'oublierai jamais. » Merlin, à son tour, devint grave. « C'est bien ce que je crains et ce que j'espère. » Il savait maintenant qu'il n'avait plus à craindre pour Arthur, mais qu'il avait tout à craindre pour lui-même. Quelque chose d'ineffable et de terrible venait de naître en lui. Il allait beaucoup gagner et beaucoup perdre. Il demanda : « Et comment vont les vaches de ton père ? » « Elles ne crèvent plus. Il suffit de ne pas leur donner à manger de la luzerne mouillée, ce n'est pas sorcier. Les gens de ton père auraient dû savoir ça. » Mais Viviane ne l'écoutait pas. « Oh, apprends-moi un de tes trucs, dit-elle. »« Quel truc ? Je n'ai pas de trucs. J'ai des pouvoirs qui m'ont été donnés par mon père noir. Mais je ne peux les enseigner à personne. »« Oh, tu ne veux pas ? Non.
Je ne peux pas. Mais toi, fais voir, donne-moi tes mains. » Il prit dans ses longues mains fines les mains de l'enfant, qui ressemblaient aux siennes, en plus menues. Et l'un et l'autre sentirent à cet instant que quelque chose venait de se joindre par leurs mains, et de passer de l'un à l'autre, et de demeurer entier en eux, deux, et en chacun d'eux. Viviane en fut bouleversée. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» demanda-t-elle. « Moi ? Rien, dit-il doucement. Ce qui se fait n'est pas toujours voulu. » Il savait que son père venait de les lier ensemble, mais il ne s'était pas dérobé. Il avait fait lui-même le geste d'offrande et de possession. Il n'avait plus la possibilité de reculer. La seule issue, pour lui et pour elle, était maintenant et en avant. Ses petites mains qu'il avait prises dans les siennes, il les ouvrit et en offrit le cœur à la lumière bleue du ciel. Il ne prit pas la peine de les lire. Il savait déjà ce qui était écrit. « Tu n'as pas besoin de mes pouvoirs, dit-il. Tu as les tiens, ceux de Diane, ton ancêtre, qui courent dans tes veines. »« C'est vrai ?» dit Viviane, extasiée. « Oui. »« Mais alors, pourquoi je ne peux pas ? Je ne peux pas. »« Tu ne peux pas quoi ? » ?»« Tout ! Voler, changer l'arbre en rivière, faire venir un olifant dans la fontaine. Je ne peux pas, je ne peux pas. » Elle avait libéré ses mains des mains de Merlin et les agitait en tous sens, trépignant, se mettant en colère. « Calme-toi, dit Merlin. Tu as les pouvoirs. Mais pour t'en faire obéir, tu dois connaître le nom et le signe de chacun. Comment veux-tu qu'il t'obéisse si tu ne l'appelles pas par son nom ? » « Mais je ne les connais pas, gémit-elle, désolée. Je te les apprendrai. »« Tu les connais ? » ?»« Bien sûr. »« Oh, apprends-moi, apprends-les-moi, apprends-moi tout, maintenant. »« Non, dit Merlin. Il faut du temps. Et il faut que tu prennes du poids. Si tu essayais de l'utiliser certains pouvoirs, maintenant, c'est eux qui seraient les maîtres et t'utiliseraient toi. Je vais t'en nommer un, qui est sans danger. Écoute et répète. » Il prononça un mot dans une langue ancienne et le lui fit répéter pendant plusieurs minutes. Il était difficile à articuler. Il fallait à la fois le dire, le souffler et le siffler un peu. Cela ressemblait à « svulsfeli », mais ça ne peut pas s'écrire. « Bon, bien, dit Merlin souriant, ça va à peu près, il comprendra. Maintenant, dis-le en touchant en même temps ton nez et ton menton, comme ça. »« Et qu'est-ce qui va se passer ? Tu verras bien. Allez !» Elle mit le bout de son index sur le bout de son nez et son pouce sur son menton, et dit, souffla siffla, sulsfeli. Alors, naquirent dans l'air 1, puis 2, 5, 20, puis un peu partout autour d'elle une foule d'oiseaux multicolores, comme elle n'en avait jamais vu ni même imaginé, de couleurs éclatantes ou exquises, pépiant, et chantant et tournant autour d'elle, tandis que dans l'herbe poussaient et s'épanouissaient les fleurs de tous les printemps du monde, d'où s'envolaient des papillons. « Oh ! Oh ! Oh !» Elle ne savait rien dire d'autre. Elle était submergée par la joie de ce qu'elle voyait et de ce qu'elle sentait dans tout son corps, qui lui semblait habité partout par des oiseaux volants en train de chanter. Elle se jeta contre Merlin, le serra dans ses bras, se souleva sur ses orteils pour l'embrasser. « Merci, merci !» Elle s'écarta de lui avec autant de vivacité et leva ses deux bras vers les oiseaux qui tourbillonnèrent autour de ses mains et s'y posèrent en bouquet. « Tu n'as pas à me remercier, dit Merlin. Tout cela était en toi. Quand tu voudras que cela cesse, tu penseras « fini » et ce sera fini. » Elle le pensa, et les fleurs se replièrent.
Les papillons se fermèrent, les oiseaux devinrent transparents comme les vitraux envolés, et en un instant, tout devint pâle et disparut. C'était un enfantillage, dit Merlin. Bien que tu sois encore très fragile, il faut que je te nomme maintenant un autre de tes pouvoirs. Grave, important, que tu vas devoir utiliser tout de suite. Il va te prendre beaucoup de force, dangereusement, mais quelqu'un a besoin de toi. Extrait du roman de René Barjavel, L'Enchanteur. Merci pour votre écoute. Gardez vos rêves, petits humains. Gardez-les bien.